Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. C'est le temps maintenant de passer au deuxième panel de la journée sur le défi du partage de renseignements qui va être animé par Arthur Wilczynski. Arthur, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. C'est à vous la parole. Je suis le sous-ministre associé, sous-ministre adjoint associé auprès du Centre de la sécurité des télécommunications. Je veux vraiment remercier UQAM ainsi que MINS pour l'honneur de participer dans ce panel. It really is an honor for me to participate in addition. C'est un honneur. Je veux remercier UQAM et MINS et le réseau pour l'analyse stratégique pour avoir animé le congrès. Donc, je suis heureux de connaître l'acronyme. Je me trouve sur le territoire non cédé des Anishinaabe et Algonquin, dont la présence remonte au temps immémorial et leur contribution à cet endroit. Le panel est de grand intérêt pour moi. Déjà ce matin, et mon ancien patron, Daniel Jean, a déjà identifié plusieurs défis dans le domaine du partage de renseignements. Donc, j'anticipe entendre les collègues cet après-midi. Comme ancien directeur de renseignement au Canada, les défis, je trouve, que sont vrais et sont toujours en évolution. On a des présentations de 10 minutes. Andrew Single et Sarah Myriam de Brûlé de Bishops et Stephanie Carvin de l'Université et Thomas Junot de l'Université d'Ottawa. Les sujets parlent des défis nationaux, internationaux, transatlantiques et mondiaux. Et j'ai bien hâte de vous entendre. Et les participants peuvent ajouter ou poser des questions dans le panneau Q&A ou chat. Là, j'invite Adriana Siegel à prendre la parole avec... Merci beaucoup pour avoir organisé le congrès. C'est mon plaisir de pouvoir présenter ici aujourd'hui. Je voudrais prendre une minute pour remercier le groupe d'organisation. Vous avez fait un beau travail et aussi de prendre le temps d'assister au congrès aujourd'hui. Mon document concerne l'échange et coopération transatlantique en matière de renseignement, défis et possibilités existantes. Et certains des collègues ont mentionné ce matin que c'est un thème pour aujourd'hui, surtout que l'UE est en position unique dans le monde pour influencer le monde. Et aussi le fait que les États-Unis sont venus pour montrer du soutien pour la sécurité européenne. Ma présentation aujourd'hui va commencer avec un survol des défis existants dans l'échange de renseignements transatlantiques et aussi des possibilités. Donc, qu'est-ce qui est l'échange de renseignements et comment le reconnaître? L'échange de renseignements est une forme de partenariat international pour promouvoir la sécurité et en évolution. Surtout, la coopération transatlantique
peut avoir beaucoup de défis à cause de la quantité et la qualité des renseignements. Donc, pour le document, j'explore le flux et l'engagement entre les États-Unis et l'Europe. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on sait concernant les obstacles et facilités de l'échange transatlantique? La littérature existante souligne le fait et confirmé aujourd'hui par un des interlocuteurs, surtout la période après le 11 septembre est considérée une des plus bénéfiques en termes d'initiation de partage de données. C'est une phase de coopération pour promouvoir nos intérêts communs. Surtout dans le cas de l'antiterrorisme et le trafic humain, le partenariat a été évalué par les académiques comme ayant une réussite. L'échange d'atouts et les partenaires transatlantiques partagent l'information sur les passagers, le transport de produits et le terrorisme. Ça fait la différence dans le traitement du terrorisme comme étant un élément criminel. Spencer a aussi parlé qu'on se fie plus sur les modèles transatlantiques. Les États-Unis, par exemple, préfèrent les échanges bilatéraux plutôt qu'un système commun comme en Europe. Aussi, les inquiétudes concernant la protection des sources et des matières. Les académiques Swenson a aussi mentionné que la dépendance asymétrique en termes de technologie et de renseignement qui induit en Europe qui arrête l'innovation. Les académiques européens soulignent que le système européen est avec des niveaux de secret, de surveillance et de développement technologique inégal. Certaines choses sont améliorées en Europe du côté renseignement, mais le fait qu'on se fie tellement sur des données de sources ouvertes et des rapports classifiés des nations pose des défis en termes du timing pour les renseignements, pour prendre une décision. Ces informations et dans les différents États européens, il y a différents intérêts et niveaux de sécurité. La confiance est énormément importante pour le partage d'informations et pour la sécurité. La confiance est plus forte dans les cas concernant l'équité. Par exemple, les États-Unis préfèrent avoir plus de force, mais l'Union européenne voudrait avoir des États-Unis des assurances de fidélité et de reconnaissance de l'Union européenne comme étant un partenaire égal dans un partenariat transatlantique. Du côté positif, toutefois, certains vont argumenter que, en dépit des problèmes politiques et le partage du renseignement transatlantique est fort.
concernant le terrorisme et la prolifération nucléaire. Et les preuves pour supporter ça est du fait que les alliances ont souvent des coopérations particulières, mais pour le changement, ce qui m'intéresse à moi, et pour regarder de plus près la période, qu'est-ce qui a changé dans le partenariat? Ce que j'ai trouvé, c'est que l'influence de l'Union européenne dans le partenariat a des intérêts plus approfondis avec de nouveaux défis et de nouvelles occasions qui se sont présentées en termes de technologie, la vie privée, la géopolitique. Ça donne de la place pour l'innovation dans l'architecture. Le renseignement, maintenant, peut être manipulé par les deux parties dans le 21e siècle. Donc, l'occasion du partage de renseignements transatlantique dans le domaine de la défense du système national, là, basé dans la loi, pour renforcer les pratiques et la coopération. C'est aussi un des plus grands défis dans le partage de renseignements. L'Union européenne n'a pas les assurances de protection de la vie privée aux États-Unis comme en UE. Donc, il faut voir de nouvelles façons de travailler ensemble et se faire des accords fondés sur ce qu'on sait. Ce qui est plus important, c'est les valeurs humaines. Dans la face du développement technologique est un problème structurel qui menace le partenariat transatlantique à deux niveaux. Premièrement, les Européens veulent retrouver la souveraineté technologique avec ses affaires étrangères, mais utiliser des compagnies chinoises comme Huawei pour créer la structure technologique. Ça, c'est vu par les États-Unis comme étant une menace, non seulement à l'Europe, mais aussi au partage de renseignements transatlantiques. Donc, les Européens devraient vraiment penser à ça. Parce que le défi géopolitique, la Chine et la Russie, par exemple, remplacent la menace terroriste aux États-Unis. Ils sont placés dans la catégorie de menaces militaires. Tandis que l'UE voit la Chine comme nouvelle source d'investissement plutôt que de menaces. Les pays hautement développés comme la Chine pourraient être des partenaires stratégiques dans le changement du climat et aussi dans le développement et aussi un adversaire stratégique dans le droit humain. Aussi, on voit un signe de maturité en développant plus de contrôle sur la sécurité et la défense en Europe. Et je crois qu'avec la bonne direction, l'Europe peut prendre cette étape pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser dans les 10 ans à venir. Dernièrement, un académique avait dit une fois, que le futur n'est pas une place où on se dirige, mais plutôt une place qu'on crée. Parce que les occasions ne sont pas trouvées, elles sont créées.
Donc, les États-Unis peuvent continuer à fournir le leadership, les connaissances et le soutien pour renforcer les partenariats multilatéraux. L'amélioration de la coopération transatlantique doit commencer en Europe par l'investissement, l'innovation et le développement d'institutions et de cadres modernes pour protéger, analyser et partager le renseignement. Dans le 21e siècle, les États-Unis peuvent peut-être développer un partenariat avec l'Union européenne pour les technologies de surveillance et faire fonctionner les modèles, créer la concurrence, protéger la concurrence, la vie privée et la démocratie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriana. J'ai trouvé votre présentation très intéressante et je trouve que ça ajoute à ce qu'on a discuté dans le panel de ce matin de Jill Sinclair. Vous avez identifié plusieurs éléments, mais j'aime comment vous avez conclu à la fin. C'est quelque chose qu'on crée ensemble et ça fait partie de la conversation qui est très importante à avoir, que tout en identifiant les défis, il faut trouver ici comment on peut maximiser nos occasions et opportunités pour voir ce qu'on est en train de construire ensemble et pour faire face aux défis qu'on commence à discuter. Mais puis, une des choses que vous avez dit, c'est un des défis, c'est la confiance. Et c'est une thématique aussi qui avance, qui présente bien notre prochain panéliste, qui va parler de la recherche pour la confiance, les défis en matière de... merci beaucoup, Justin, pour avoir organisé la conférence. La politique de maintien de la paix et de renseignement de l'ONU est un tremplin vers des missions de maintien de la paix de plus efficace et plus sûr. Il répond à un besoin urgent, donc tant négligé de lier une meilleure connaissance de la situation aux décisions et aux mesures prises en temps opportun pour assurer la sûreté et sécurité du personnel et la protection des civils. Les actions en 2017 et 2018 représentent un changement de paradigme qui passe du renseignement conçu comme une question intrinsèquement souveraine à une approche rigoureuse de la collecte d'informations et des évaluations prospectives dans le contexte de l'ONU. Le défi de développer le renseignement, le maintien de la paix est de savoir comment faire des renseignements et comment les bien faire dans un contexte international. Si chaque État membre a développé sa propre façon de faire du renseignement avec sa propre technologie, à quoi devrait ressembler le renseignement pour une organisation internationale qui favorise la transparence, l'impartialité et l'efficacité? Et comment développer les meilleures pratiques et sur quelle base? Donc, l'ONU a toujours reconnu son besoin de renseignement. Le terme renseignement a été utilisé pour la première fois dans le cadre de l'opération des Nations unies au Congo en 1960, avec la création d'une branche d'information militaire pour recueillir des informations en interceptant des messages, en effectuant une surveillance aérienne, interrogeant les détenus. Pourtant, le renseignement est demeuré dans le domaine militaire. Dans les années 90, l'ONU a créé des bureaux axés sur le renseignement, le Bureau de la recherche, de la collection des informations et de l'unité de l'information et de la recherche, qui ont tous deux été déblantés par la raison ensuite des soupçons des États membres selon lesquels les informations recueillies pourraient être utilisées en dehors des missions de l'ONU. En 2003, ça a été accepté qu'il fallait intégrer les informations. L'attaque au Congo en 2017 qui a tué plusieurs personnes avec le nombre élevé de décès, ça a poussé la Commission à créer la politique d'action pour le maintien de la paix. En 2017, le maintien de la paix a été défini comme étant de la collecte d'informations
C'est trop rapide. L'acquisition non clandestine d'un traitement d'information par une mission dans le cadre d'un cycle de renseignement de missions dirigées afin de répondre aux besoins de prise de décision et d'éclairer les opérations liées à l'exécution sûre et efficace du mandat du Conseil de sécurité. Dans le cadre d'un processus consultatif, le département des opérations de la paix de l'ONU a ainsi effectué un tour de force en forgeant un accord entre les États membres sur l'urgence et la nécessité d'institutionnaliser les personnes qui ont participé au renseignement tout en respectant les principes d'impartialité, de transparence et d'efficacité de l'ONU. En 2019, la politique a été révisée, rebaptisée politique de maintien de la paix et de renseignement de l'ONU avec le trait d'union pour souligner la distinction avec l'intelligence nationale et la spécificité de cette politique de l'ONU. Les mandats des opérations de maintien de la paix se caractérisent par leurs activités et font référence à un large éventail d'activités et de tâches de la stabilisation, de la réforme du secteur de sécurité, de protection, etc. Pour certains États membres, laisser le renseignement de maintien de la paix couvrir tous les aspects des mandats serait trop vaste et pourrait mener à des activités de renseignement préjudiciables à leurs propres intérêts. Selon le fait que le terme de maintien de la paix lui-même n'avait jamais été officiellement défini par l'ONU, les États membres ont accepté de supprimer la définition. Et donc, se sont tournés vers ces membres pour obtenir les meilleures pratiques. Mais il y avait deux éléments qui ne faisaient pas partie du maintien de la paix et chaque nation est responsable de son propre renseignement. Et l'ONU fait attention pour recevoir l'information qu'il faut pour avoir les Cela fut concrétisé par une politique de pratique avec Dans les opérations du maintien de la paix, sont partagées seulement sur un need to know et pour partager les informations. Mais il y a aussi un autre besoin, le besoin de la confiance. C'est clé au partage du renseignement entre les membres de l'État et l'ONU elle-même. La composition multinationale de l'ONU a souvent été blâmée pour la résistance des membres pour le partage du renseignement. Et aussi les troupes multinationales ne voulaient pas instrumentaliser les troupes aux dépens du mandat. Pour le partage entre l'ONU et ses membres États, pour la divulgation des informations sensibles. Mais il manque une structure standardisée pour le partage des renseignements. Et donc, le partage de renseignements entre des unités ont quatre défis. Ce n'est pas clair. Il y a un chevauchement des mandats, un dédoublement du travail, l'entreposage des données et le partage, la diffusion aux unités. Il y a eu des plaintes que les leaders des missions n'étaient pas complètement au partage des renseignements et les leaders aussi ont dit que s'il y avait des informations claires pendant la mission, il y aura moins de résistance. Le chevauchement et le dédoublement du travail aussi ont causé des problèmes. Si les rapports sont produits avec des informations qui sont moins pertinentes, c'est plus difficile d'améliorer la qualité du résultat. Les analystes ont aussi souligné la concurrence entre les unités de maintien de la paix, justement à cause des dédoublements de travail. Le manque de confiance cause de l'imprévision
Le manque de confiance interpersonnelle demeure un défi majeur pour l'échange efficace de renseignements pour 5 raisons. Le manque de familiarité des chefs de mission et du personnel sur la politique de maintien de la paix et de renseignement et sur les lignes directrices et manuelles, l'absence d'exigences claires et pertinentes en matière d'expérience professionnelle dans le recrutement d'analystes du renseignement, la composition multinationale du personnel, le manque de compétences linguistiques adéquates et la perception négative du personnel international, la population locale. La confiance découle de la prévisibilité, mais dans un contexte de l'ONU où la politique de maintien de la paix et le renseignement est encore nouvelle, les mécanismes de partage ne sont pas toujours établis. Pour circonscrire cette lacune, l'ONU a produit des manuels pour fournir des orientations, mais le choix du personnel est souvent politique. Quand les unités sont systématiquement composées de groupes nationaux, ils peuvent produire des partages de renseignements informels. Il y a aussi des problèmes de communication quand la langue locale n'est pas connue, mais l'anglais est utilisé comme langue de la force, mais dans les pays francophones, il y a un problème parce que souvent les membres des forces sont francophones. Les obstacles linguistiques entre les militaires et les locaux renforcent les problèmes entre ceux qui parlent de la même langue. Et ça a un effet aussi sur le renseignement qui est partagé. D'un côté, souvent, ceux qui sont locaux ne veulent pas aider la mission et le militaire d'ONU était douteux, trouvait l'information douteuse quand c'était pas en anglais. Pour conclure, les renseignements ont été tabous jusqu'en 2017. La pratique qui est installée maintenant est suffisamment convaincante dans toutes les missions pour que nous puissions dire qu'elle est là pour rester. La politique est en cours de révision tous les 2 ans. Il demeure difficile pour l'administration centrale, les missions de s'aligner de façon optimale et d'adapter sa mise en œuvre afin qu'elle soit pertinente au contexte et aux contraintes de chaque mission. Il reste à voir si les principes tenant lieu de définition tiennent. Une autre question clé a trait à la fois aux possibilités et aux inconvénients de l'officialisation des pratiques. Pour l'instant, la politique ouvre la voie à l'amélioration de chaque étape du cycle du renseignement à une meilleure recrutement, formation et rétention du personnel. Mais la confiance demeure à gagner pour les États membres, les unités et le personnel pour ce nouvel état d'esprit du maintien de la paix et du renseignement afin d'assurer au mieux la sûreté, la sécurité, le personnel et la protection des civils. Merci beaucoup. J'apprécie énormément, comme pratiqueur dans le système canadien, certains défis que vous avez identifiés dans un contexte multilatéral ou d'ONU, mais étaient très familiers dans un contexte domestique, comme la concurrence et le mécanisme de partage. Ce sont des questions universelles que notre discipline peut faire face, peu importe où on pratique. Et j'aime aussi la façon dont vous avez mis le cadre entre l'UE et les membres États. Comme Daniel Jean va parler que la communauté canadienne devrait être plus forte pour travailler avec de nouveaux partenaires ou des partenaires non traditionnels où la confiance a besoin d'être encore bâtie, comme les entreprises et d'autres organismes non gouvernementaux. Bon, maintenant, là, pour passer au niveau national, ça soulève notre prochain panéliste. J'aimerais accepter Thomas Junot et Stéphanie. Et voilà. So I will start, then I'll move on. I'll pass it on to Stephanie, and then I'll finish. That's the way we set this up. So thanks a lot, Arthur. Thanks a lot to Justin and the organizers at UQAM. So we are going to look at this issue from on va regarder de l'angle canadien.
Comme Jean et d'autres ont mentionné, le Canada est un récipient du renseignement étranger grâce à différentes agences, et ce qui nous apporte beaucoup d'avance. Pour peu de coûts, on a accès à beaucoup de renseignements étrangers, mais ça apporte une variété de coûts, comme de grandes quantités de renseignements bruts que le Canada peut recevoir des alliés et partenaires reflètent les intérêts de ceux-là et pas du Canada. Parfois oui, parfois non. Donc, se fier sur les alliés et partenaires étrangers et se fier sur leur renseignement. Au Canada, dernièrement, on a fait des efforts pour transformer de façon canadienne. Donc, dans le chapitre, on regarde le contexte pour expliquer pourquoi c'est vraiment un développement positif. Stéphanie, la parole est à vous. Merci, bonjour tout le monde. Je me trouve dans le sous-sol de mes parents. Donc, en songeant à notre projet dans un petit contexte, c'est juste une petite partie d'un grand projet pour voir comment les groupes analystes et producteurs peuvent travailler ensemble au Canada. 15 dans notre étude venaient de nos alliés avec une variété d'expériences, du niveau de ministre adjoint jusqu'à quelqu'un qui travaille dans un bureau, un gratte-papier. Dans notre cohorte d'interviewés pour le personnel, il y avait la politique, des gens de politique, des consommateurs, des producteurs, parfois plusieurs fonctions à la fois. Et beaucoup de nos interviewés se concentraient sur les États-Unis et nos informations d'aujourd'hui sont américaines et aussi des congrès informels qu'on a utilisés aussi pour notre étude. On a garanti l'anonymité à tout le monde parce que beaucoup d'entre eux continuent à servir dans la communauté. La communauté n'est pas très grande. Et par conséquent, certaines personnes ont dit qu'ils pouvaient parler formellement. Si on parle avec un ancien directeur de CSIS, il n'y en a pas beaucoup, d'eux autres. Ce n'est pas très difficile d'essayer de découvrir c'est qui. Donc, on a promis l'anonymité aux fins de notre étude. Donc, le document commence dans le contexte canadien. On n'a pas de MI6, de CIA ici, mais c'était pour voir s'il y avait une absence de renseignements étrangers au Canada. Le département des forces canadiennes fait la collecte de la majorité des renseignements, mais ils font aussi leurs analyses qui ont à faire avec la défense et la sécurité. Aussi, le genre de renseignements qui ont tendance à recueillir avec Medins. CSIS est un peu étrange parce que peut faire la collecte de renseignements étrangers à l'extérieur du Canada, mais le renseignement, la collecte doit être faite à l'intérieur du Canada et la dame parle à 100 000 à l'heure. Les affaires étrangères canadiennes ou l'affaire mondiale Canada qui recueille des rapports politiques qui sont déclarés diplomates. Donc, il n'y a pas de nature clandestine là, mais les rapports sont souvent partagés avec nos alliés aussi. Et aussi, il y a des unités d'analyse qui ont accès aux renseignements étrangers et qui les produisent surtout pour des clients étrangers, mais aussi pour le bureau du conseil privé et le Centre intégré d'évaluation du terrorisme. En termes de notre arrangement, comme on avait dit, il y a les consommateurs, il y a les Five Eyes, le plus important, mais aussi
CSIS avait des accords avec 150 pays, avec certains éléments, avec la torture et tout ça, en consultation avec le ministre des Affaires internationales. On ne sait pas vraiment combien d'arrangements qu'ils ont, mais j'ai des témoignages parlementaires qui disent qu'ils en ont, mais comme Thomas a dit, ça nous donne le contexte. Et il faut informer, on n'est pas tout à fait un désert, on est un consommateur. C'est vrai qu'on consomme beaucoup plus qu'on en donne. Et il y a eu beaucoup d'encre de coulée sur ça. Quels sont les avantages? Bien, pour le Canada, on évite beaucoup de coûts. On ne dépense pas beaucoup d'argent. On ne dépense pas d'argent. On évite plusieurs risques à notre réputation. On peut avoir on a une bonne réputation et pas une mauvaise réputation. Donc, ça aide. Mais il y a des coûts. Pour les intérêts et perspectives canadiens, on se fie toujours sur le renseignement de nos alliés. Certaines perspectives peuvent être perdues dans les informations qu'on reçoit parce que c'est déterminé par des intérêts étrangers. En plus, on peut aussi avoir besoin du renseignement, de la façon que les menaces évoluent. Certains de nos clients ont besoin de renseignements qui sont plus étrangers, de nature étrangère. Les priorités sont différentes. Quand on reçoit du renseignement des partenaires qui ont des priorités qui ne reflètent pas nécessairement les nôtres, et il y a des choses qui sont perdues aussi. C'est que l'évaluation du renseignement peut refléter aussi la capacité de l'organisme. Par exemple, les États-Unis peuvent tirer certaines conclusions concernant le Moyen-Orient, tandis qu'au Canada, on aurait différentes conclusions parce qu'on n'a pas d'intérêt là-bas. Donc, ça peut teinter l'information qu'on reçoit. Il y a aussi le facteur Trump. On ne peut pas toujours se fier sur les États-Unis. Est-ce qu'on est trop différentiel envers les États-Unis? Et est-ce qu'on a assez fait d'efforts pour créer des conversations autour de la table des Five Eyes? Ça, c'est beaucoup. Il me reste 4 minutes. Je vais arrêter de parler. Allez-y, Thomas. Merci. Donc, étant donné la réalité des coûts associés au fait qu'on se fie sur le renseignement étranger, dans notre débat, il y a 2 options qui sont proposées, comme Stéphanie et Jean, c'est la création d'une agence de renseignement étranger. Ça fait des années, peut-être des décennies qu'on en parle pour une variété de raisons. Je pense que ça ne se produira pas. Donc, sur cette base-là, Stéphanie et moi, on pensait largement dans le contexte du plus grand projet dans lequel on travaille depuis plusieurs années. Dans nos discussions avec des gens dans la communauté, on a vu une tendance de canadianisme du renseignement étranger. C'est la différence entre une tendance ou ce qu'on voudrait avoir. Donc, la dimension descriptive et celle qui est souhaitable. Donc, la description. Le renseignement étranger au Canada a commencé, il est éparpillé. Ça n'a pas été conçu par le Centre de la communauté de renseignement au Canada. C'est une série de petits et de moyens développements en parallèle partout à Ottawa. Donc, avec un peu de recul, qu'est-ce qu'on veut dire par le Canadianization? Pour faire bref, c'est un groupe d'initiatives pour transformer la conscience du renseignement étranger plus vers les intérêts canadiens
plutôt que de recevoir du renseignement étranger qui ne reflète pas les intérêts canadiens. En pratique, de quoi ça a l'air? Il y a plusieurs exemples, comme j'ai dit. Il y en a qui sont tout nouveaux, puis d'autres plus avancés, pas vraiment connectés, des cyberopérations, des opérations à l'étranger, le programme GSRP que Stéphanie a mentionné, qui a fait beaucoup dans les dernières années. Petite unité d'évaluation dans notre ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques années, n'avait même pas d'unité d'évaluation à l'interne, semblable aux États-Unis, l'INR aux États-Unis, ou la création d'un groupe dans les affaires étrangères, juste pour le renseignement étranger. C'est petit, oui, mais plus grand. Je n'irai pas en détail, mais l'intégration des affaires de la communauté du renseignement pour les menaces qui nous arrivent, des investissements, surtout de la Chine dans des ressources critiques comme nos ressources naturelles. Ça a mobilisé la communauté, notre communauté à travailler avec des partenaires non traditionnels, comme par exemple Élections Canada, pour contrer les menaces qui sont spécifiques au Canada. Et c'est des choses qui ne se produisaient pas il y a quelques années. Et là, puisqu'on manque de temps, je n'irai pas en détail, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour encourager ça, la gouvernance. On n'a pas parlé, il y a beaucoup à dire là-dessus pour la gouvernance sur la communauté étrangère au Canada. Il y a encore beaucoup de travail. La formation, un autre point que j'ai soulevé aussi, qui est arrivé dans les questions, beaucoup plus pour être fait à ce niveau-là, non seulement du côté du renseignement, mais aussi comment améliorer le travail des analystes sur la politique, mais aussi du côté de politique pour améliorer la compréhension dans la communauté, la compréhension dans la communauté, dans le ministre des Affaires étrangères, dans toutes les sortes de politique où la compréhension est faible. Pour conclure, je voudrais mentionner deux derniers points. Cette tendance vers le Canadianisation du renseignement étranger, c'est nouveau, très immature. Ce n'est pas une stratégie qui est complètement conçue, mais c'est là. Si on peut connecter certains points qui ne sont pas nécessairement connectés dans la pratique, on peut voir la tendance qui a des avantages pour nous, un coût quand même pour donner la communauté du renseignement pour les clients des informations qui vont aller supporter les intérêts canadiens. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. C'est très difficile. La communauté a mal fait jusqu'à récemment. Puis la deuxième conséquence, pour conclure, c'est que ça positionne le Canada de meilleure façon pour être un contributeur actif envers ses alliés des Five Eyes et d'autres. Que ce soit du renseignement brut ou un produit fini, c'est comme une devise. Plus on en donne, plus on est pris au sérieux et bon, c'est comme un échange. Donc, en pouvant offrir une contribution canadienne, ça va améliorer la réputation du Canada et, comme Jean a dit, ce n'est pas juste la quantité de l'information qu'on apporte, c'est la qualité. Et dans ce sens, ce serait une amélioration. Et sur ce, je redonne ça à Arthur. Merci. Merci beaucoup, Thomas et Stéphanie. Très bonne présentation. J'aime l'emphase sur la transformation canadienne et comment apporter nos intérêts dans nos systèmes. Voici ma question pour vous tous, en fait, pour aborder la conversation. Avant de me tourner vers les questions des participants, je vois qu'on a déjà 3 dans le Q&A. Dans le concept de Canadianisation, on dirait que ça va contre l'objectif du partage de renseignements. Toutes les 3 présentations ont soulevé les obstacles qu'on a. Par exemple, la confiance entre les partenaires, la centralité ou le nationalisme et la priorité, le niveau de tolérance pour le risque, que ce soit à l'ONU, au Canada ou autour du partenariat transatlantique. C'est comme
4 gros thèmes qui semblent affecter nos chances d'avoir des partenariats comme ça. Donc, mes questions, je vais peut-être le tourner dans l'ordre des interlocuteurs. Est-ce que la coopération multilatérale, est-ce que ça vaut l'effort? Qu'est-ce que ça dit si on continue à poursuivre nos propres intérêts et donner peu de ressources à nos priorités internationales? Est-ce que je peux commencer avec vous, Adriana? Yes. Oui. So that's an excellent question. C'est une bonne question. Est-ce que ça vaut la peine, la coopération? Oui, parce que c'est la 4e révolution industrielle et cette fois-ci, c'est pour l'innovation. Et les connaissances et cultures pratiques qui peuvent être partagées et planning qui peuvent être partagés. Donc, de cette perspective, je pense que la confiance mondiale, la pandémie a montré, il y a les effets climatiques, des problèmes invisibles qui affectent tout le monde. Donc, définitivement, travailler ensemble pour partager le renseignement, parce que les informations ou le renseignement qui ne sont pas utilisés sont inutiles. Donc, pourquoi les recueillir juste pour les avoir? Donc, il y a des gains à réaliser dans le partage et travailler pour repenser les façons dont on partage les informations. Merci. C'est intéressant. J'ai bien aimé. On a de nouveaux défis, par exemple, les problèmes climatiques, la pandémie, les données. C'est une question. Je vais maintenant tourner vers l'autre interlocuteur. Est-ce qu'on parle de nouveaux défis ou on peut se concentrer en termes d'action multilatérale ou est-ce plus traditionnel, comme protéger nos soldats et nos agents du maintien de la paix, les menaces physiques? Comment voyez-vous cette proposition dans le partage multilatéral? Mais la question, c'est est-ce que ça vaut l'effort? Mais dans le contexte de l'ONU, c'est avec notre personnel de sécurité et la sécurité des civils, ça vaut toujours la peine. Mais dans le sens du renseignement, comme vous savez tous, le renseignement est un outil pour la prise de décision et c'était la lacune. L'ONU n'a toujours pas de système d'alerte précoce, d'anticipation des menaces, des risques. Et se réunir pour être plus efficace dans la protection. Est-ce que ça vaut la peine? Comment faire quand tous les membres qui partagent des secrets? Multilateralism is key, and the question of added value of each Là où le member. multilatéralisme est important et la question de valeur ajoutée de chaque État membre est aussi importante. Ce n'est pas seulement de la quantité d'entrants, mais qu'est-ce que chaque membre peut contribuer en termes de meilleures pratiques. Alors, les Nations unies font très attention et, comme j'ai dit dans la présentation, de ne pas adopter une manière, la manière d'un État. Par exemple, il y avait des négociations et dans les pratiques, à voir si les Nations unies devraient utiliser des approches comme l'OTAN ou des méthodes comme l'OTAN pour l'intelligence et le renseignement. Il y avait de la résistance de d'autres États membres qui ne font pas partie de l'OTAN d'adopter ces approches. Alors, ça dépend de quelle meilleure pratique à adopter pour faciliter le partage d'entrants et pour adapter nos meilleures pratiques pour mieux assurer la protection des militaires, des civils et de la population locale en général. Évidemment, ça vaut la peine. Merci. Maintenant, Stéphanie et Thomas.
Je sais, Stéphanie, est-ce que vous voulez y aller? Oui, alors, une des choses importantes dans nos recherches, c'est que, et pas juste, et j'ai parlé de ça et d'autres forums dans plusieurs variétés de gens internationaux, je pense que les gens veulent plus de Canada, ils veulent plus de nous. Et quand je dis plus, je ne veux pas juste dire que ça veut dire plus de renseignements. C'était une chose que j'ai trouvé très intéressante. C'est que je pensais que plusieurs de nos alliés disaient, oh non, Canada, t'es pas bonne là-dedans, oubliez ça. Non, ils veulent qu'on fasse plus de renseignements et contribuer. Comme Thomas a dit, ils veulent en avoir plus. Mais c'est pas juste en faire plus dans la collecte de renseignements. Mais une des choses qui est vraiment ressortie dans l'interview, c'est qu'on ne dit pas beaucoup quand on va dans ces forums internationaux. On ne contribue pas beaucoup à la conversation. On n'aide pas à former comment nos alliés voient l'information. Alors, je pense que quand on parle de partage de renseignements et collaboration, c'est pas juste la question tactique, mais soyons honnêtes, c'est ce que les Américains veulent. Ils veulent le côté tactique. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'on peut aider à façonner la manière dont nos alliés voient les choses, comment on voit les choses. Mais pour faire ça, il faut avoir des analystes qui sont formés pour formuler des opinions et un leadership qui achète l'analyse et l'amène à la table et aide à former les discussions. Quand on parle de multilatéralisme dans ce contexte, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on peut faire et je pense que le Canada, quand on a dit avant, on essaie de s'éloigner de la collaboration et si on en fait plus pour nous-mêmes, on va en faire plus pour nos alliés. On ne devrait pas voir ça comme quelque chose de mutuellement exclusif. Thomas, est-ce que je me trompe ou je suis viré? Non, je ne peux pas te virer. Je pense que tu as raison. C'est parfait en termes de... Je pense que ça fait partie de la réponse que j'aurais contribué. C'est exactement ça. C'est bien. L'autre chose que j'ajouterais, c'est que le multilatéralisme, est-ce que ça vaut la peine? Et même dans un monde idéal où dans 10 ans, dans la deuxième partie de cette conférence et on évalue de manière hypothétique que le meilleur cas, c'est que le Canada a du succès important en termes de canadianiser ses efforts d'intelligence du renseignement étranger. Même dans ce cas-là, je doute que ce soit le cas, même dans ce meilleur cas, ce meilleur scénario, si c'est possible, le Canada va demeurer vraiment dépendant de ses partenariats. On sera encore un gros importateur de renseignements à travers Five Eyes et les arrangements bilatéraux avec les États-Unis et moins avec d'autres arrangements. Mais à travers les Five Eyes et les États-Unis, tout ce qu'on fait on va demeurer dépendant de ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Est-ce que ça crée des vulnérabilités? Oui. Est-ce que ça crée certains risques si, par exemple, Trump gagne encore en 2024 et les USA prennent vraiment une mauvaise direction après ça? Oui, c'est vrai. Mais même dans ces cas, on va demeurer un importateur net. Une chose qu'on dit dans le document de recherche que je mentionne dans la présentation, c'est un heureux problème. Même s'il y a des coûts, il y a des vulnérabilités, c'est une bonne position dans laquelle se trouvent il y a très peu de pays au monde quand ils pensent à leur position et le partenariat de renseignement ont le luxe de le voir de notre manière de notre angle. Même si on a des dangers émergents, on est un pays très sécure quand même et on est très chanceux encore que des grosses puissances en renseignement, US, UK, Australie, Nouvelle-Zélande, surtout USA et Grande-Bretagne, nous donnent beaucoup de renseignements. On est très chanceux. Alors, le débat sur la canadianisation, c'est de gérer qu'est-ce qui est un heureux problème. Mais encore une fois, ça vaut la peine de demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Merci pour ces réponses. Merci à tous les panélistes. J'apprécie vraiment. Maintenant, je pense qu'on a cette question. C'est exactement ça, cette question dans le chat. Et beaucoup sont reliés au Canada, mais ils ont tous, je pense, des liens à des enjeux qui ont été amenés par tous les panélistes. La première que je vais partager, c'est quelque chose qui est survenu dans la présentation de Daniel Jean.
ou les bénéfices d'améliorer l'information, le partage canadien, l'imitation qu'on voit souvent par plusieurs organisations comme CSI et C6, c'est qu'on ne peut pas partager cette information à moins que ce soit autorisé par nos partenaires. Alors, la question revient à tout le panel, mais peut-être un peu plus Stéphanie et Thomas. Est-ce que vous avez des propositions qui permettraient à nos agences de renseignement pour avoir des partages d'informations avec, différentes industries et les universités? Je pense que la pandémie a accéléré ça sans exagération et c'est pas juste parce que on est là, mais je pense que le CSI a fait un bon travail là-dessus en termes de créer le Cyber Center. On a cette agence qui est à mi-chemin. Je pense que ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont connectés au système de lumière de trafic. Alors, vous êtes les premiers, je pense, à utiliser ce système qui a un rouge, ne partagez pas, jaune, vous pouvez partager avec les gens dans votre organisation, et vert, partagez librement, et blanc, on le met sur Internet. Alors, ayant ce genre de niveau nuancé pour pouvoir partager certaines choses, c'est très important. Je sais que le CSI, ils ont créé, ils transforment leurs unités universitaires et, dans une unité pour les intervenants. Ils ont des réunions et un des plus gros clients, c'est les universités maintenant que je fais avec tout ça, avec tout cet argent chinois qu'on a maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses qui surviennent et je pense que les circonstances, les dangers nous forcent les agences à sortir avec. Mais la plus grosse, c'est les autorités. Est-ce que l'autorité de faire ça ou pas, c'est pas très clair. Je pense qu'on a vu le directeur de CCS sortir et dire c'est quelque chose qu'on a besoin de clairement. L'une des étapes à prendre, c'est de nous assurer que l'autorité légale de partager cette information est là et dans les bonnes bases réglementaires. Et on voit ça dans la loi C-59 qui va être révisée dans 2 ans, je crois. Merci, Stéphanie. Et Thomas, est-ce que tu voulais renchérir là-dessus? Alors, juste pour ajouter, la dimension d'autorité est très importante. Stéphanie a parlé de ça. Il y a plusieurs autres obstacles autres que juste les autorités pour permettre et faciliter, encourager ce genre de partage avec les partenaires non traditionnels ailleurs dans le gouvernement. Pensez à travailler avec l'Agence de santé canadienne ou celle de d'autres pays pendant la pandémie. Et plus que juste l'autorité, différentes cultures. On ne peut pas juste dire à quelqu'un dans une agence de santé, allez vous asseoir dans quelqu'un dans le département social ou économique et parlez-vous et trouvez des solutions pour ce problème. Ce serait bien, dans le vrai monde, ça ne marche pas comme ça. Différentes cultures, différents systèmes d'information. L'exemple que j'ai donné pour l'interférence électorale, CSI devait travailler avec Elections Canada, c'est devenu une grosse chose en termes d'interférence étrangère dans les élections, gérer la réalité, que CSI a vécu et travaillé dans un environnement hautement classifié, secret, où Elections Canada avait personne avec les permissions de sécurité, ils n'ont pas les systèmes ou les manières de stocker cette information, ils n'ont pas la culture du secret pour incorporer ces informations secrètes, etc., etc. Et donc, plus loin que ça, c'est des détails intéressants pour plusieurs personnes, mais c'est très important pour faire ces choses. Les structures de gouvernance, on a besoin des comités, des sous-ministres, des députés parlementaires, on a besoin de toutes les structures qui traversent la hiérarchie pour vraiment que la collaboration puisse avoir lieu. Aujourd'hui, le service public canadien est beaucoup plus loin en termes de où on était avant, en termes de faciliter les échanges d'informations, que ce soit les investissements étrangers, les interférences étrangères, il y a beaucoup de progrès. Encore, on peut identifier les problèmes, mais c'est très important de voir cette tendance positive. Et un des résultats de la pandémie, j'espère, ce sera que les nouveaux défis de partage d'informations, surtout avec les communautés, la santé publique et les renseignements, les universités, les pharmaceutiques et les relations qui n'existaient pas littéralement ou n'existaient pas du tout il y a 14 mois. Et je pense que plus loin que la pandémie, qu'ils puissent contrôler et développer ces relations.
Merci, Thomas. Merci, Stéphanie. Et on a, je, oui, Nice and comprehensive answers. I would like to say that des réponses compréhensives, mais j'aimerais dire que l'avenir somebody said does de not collecte de renseignements ne appartient pas aux connecteurs, mais ceux qui utilisent les systèmes. Donc, ça a du sens pour CSI et CSIS de travailler à créer des ententes spéciales avec les universités ou le secteur privé parce que l'étendue des environnements du renseignement est large. Alors, c'est plus l'Union soviétique, on a plusieurs acteurs, du renseignement dans plusieurs secteurs, nourriture, technologie et tout ça. Donc, mais le problème que je veux mentionner ici, c'est le fait que qui va surveiller ce partenariat et à qui seront-ils imputables? Je pense que c'est une bonne question. Je veux y revenir parce que ça revient à une des questions que Jill Sinclair a posées sur l'imputabilité et si on a des bons systèmes en place. Je veux y aller avec la liste de questions de nos participants. Peut-être, Adriana, si je peux revenir vers vous. Thomas Brancado a posé des questions sur les dépendances ou de s'appuyer sur l'intelligence étrangère qui implique de la dépendance. Est-ce que ça implique de la dépendance? Et dans votre présentation, vous avez parlé de joueurs dominants dans l'intelligence, le renseignement transatlantique. Le joueur dominant, la question pourrait peut-être spécifique au Canada, mais ça s'applique au contexte de l'Europe aussi. Est-ce que cette situation est délétère aux besoins du consommateur et aux désirs des consommateurs? C'est une question excellente. Oui, la dépendance, ça peut être bien si on n'a pas les ressources nécessaires, alors on prend le temps d'accommoder et s'occuper de nos besoins. Mais la dépendance, c'est pas super bon. Dans le cas du Canada, le Canada a des partenariats et reçoit des choses dépendant de nos besoins. Alors, mais pour l'Union européenne, selon mes recherches, le sous-investissement dans la technologie et les infrastructures technologiques qui partagent l'information et un autre investissement dans l'analyse de données et connaître nos secrets et les dangers, ça peut être difficile. Merci. Prochaine question, Jean-Noël Bérubé. Je fais référence à un article dans un journal canadien sur le nombre de gardiens de la paix déployés est à un bas de 60 ans. Le Canada avait 25 membres sur le terrain à la fin d'avril 2020. Mali, Sud-Soudan, DRC, Chypre et Moyen-Orient, ainsi que 10 officiers au Mali, 10 officiers de police. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux en 2021 pour améliorer nos forces de la paix et la collaboration avec le renseignement et présence sur le terrain? Je pense qu'on peut faire mieux, que ce soit 2021 ou 2022 ou 2023. Je suis pas sûr, mais je pense que avec le nouveau collège militaire Saint-Jean et devenir l'équivalent francophone de Kingston, l'équivalent francophone, c'est une bonne nouvelle pour la formation d'une nouvelle génération de ce qui peuvent devenir des gardiens de la paix. En termes de renseignement en soi, bien sûr, on a une plus petite armée que d'autres États et donc on ne peut pas donner autant de bots sur le terrain, mais pour revenir à ce qu'on peut fournir et la valeur ajoutée, ce serait peut-être plus ça le focus. Le Canada n'a pas contribué beaucoup de personnel au Mali, mais ils ont contribué beaucoup de capacités logistiques, pas assez long, mais quand même, on a la valeur ajoutée de fournir des personnes très
bien formés et qui sont bilingues. Cette question de barrière linguistique est aussi quelque chose où le Canada a une valeur ajoutée. Comme Daniel Jean mentionnait, on vient aussi avec moins de bagages que d'autres États. On n'est pas vu comme une superpuissance, on n'est pas un ancien colonisateur, alors on a des fois une meilleure réputation une fois qu'on est sur le terrain. Alors, si on peut faire mieux, certainement, je pense qu'on a besoin encore de formation en termes de Nations Unies et surtout, notre personnel a été développé, déployé dans l'OTAN et je pense malheureusement qu'il n'y a pas assez de formation sur qu'est-ce qui est les Nations Unies, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui est distinct des Nations Unies versus l'OTAN. Ça peut être une expérience frustrante pour les soldats qui sont déployés comme gardiens de la paix pour voir comment c'est désorganisé. Parce que, bien sûr, c'est composé de différentes nationalités, avec différentes formations, différentes méthodes, et je pense que ça peut être assez difficile pour les militaires dans un contexte multinational. Alors, c'est un bon problème, en fait, de pouvoir travailler avec autant de pays et trouver une manière de trouver des solutions, des dangers communs, des objectifs communs. Oui, on peut mieux faire. Merci. J'aime l'analogie de The Beautiful Mess. Ça ne devrait pas être... c'est une bonne analogie, a beautiful mess. Alors, Jean-Pierre Chapeau, la prochaine question. La question, c'est si on partage du renseignement encore plus avec le renseignement et le secteur privé, est-ce que c'est désirable? Est-ce que la confiance devrait commencer à être bâtie par un contexte de partage et inviter des entités privées et des OSBL de changer leur travail vers le contexte des priorités identifiées et partagées par la communauté du renseignement? Alors, c'est la nature de la relation, encore une fois, entre la communauté du renseignement et des partenaires non traditionnels. Je ne sais pas si je peux commencer par demander à Thomas s'il veut prendre cette question. C'est une question très importante et la question de confiance est très importante. Et ça, il revient, ça va dans plusieurs directions. Ce qui a été mentionné dans la question en termes de partage, de faire confiance à la communauté du renseignement, les nouveaux acteurs dans le secteur privé et la confiance dans la société civile avec le privé, les universités, etc., etc. Et quand je regarde ça, pour moi, le point clé, c'est que souvent, deux parties entre mon argument. Premièrement, trop souvent, cette confiance manque et B, la réalité que cette confiance manque nuit à la sécurité nationale. Quand les acteurs civils dans les universités j'ai eu des conversations informelles avec les gens dans le renseignement qui ont des réunions avec les universités pour leur parler de dangers et la façon qu'ils sont reçus n'est pas toujours polie. Et c'est peu dire. Et la même chose pour le développement de relations avec le privé et la société civile et même dans le gouvernement fédéral. Dans certaines parties du gouvernement où il y a on a peur d'un agenda caché de la communauté du renseignement. Il n'y a pas beaucoup de confiance. Ce n'est pas juste dans la société civile, c'est partout, incluant dans démocratie avancée comme le Canada. Et le problème, c'est que ce déficit de confiance est un problème parce que ça nuit à la capacité de la communauté de renseignement de faire son travail en partageant de l'information, en aidant les gens qui sont en danger potentiellement. Et c'est surtout vrai quand on regarde les communautés minoritaires, etc., mais c'est vrai en général. Et je pense que le focus, c'est vraiment sur la responsabilité, c'est la communauté du renseignement qui doit travailler pour améliorer ce déficit de confiance. Arthur est là, soyons gentils envers lui. CC a fait du bon travail dans les dernières années pour essayer de... c'est quoi le mot en anglais? Pour réduire ce déficit de confiance. C6, le GRC, CBSA, ils ont amélioré, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je vais finir là-dessus, mais le point clé, c'est que ce déficit de confiance nuit à la sécurité nationale et l'ONUS doit être, la responsabilité doit être chez les agences pour réduire ce déficit de confiance. Merci Thomas. Je ne sais pas si quelqu'un veut renchérir là-dessus ou ajouter là-dessus. Non, on ne peut pas rajouter là-dessus. OK. Oui, c'est important. C'est un objectif stratégique d'être plus engagé
avec ces acteurs non traditionnels. Et, et la prochaine question maintenant, et je vais mettre là-dessus sur Sarah, focuser sur Sarah Myriam, pour ce qui est de multilatéralisme. La question, c'est si on peut faire des sanctions ciblées, pourquoi pas on peut pas avoir de multilatéralisme ciblé au lieu de faire du multilatéralisme au sens large. Est-ce que vous pensez que ces deux concepts sont incompatibles, multilatéralisme ciblé ou multilatéralisme large? Merci pour la question. Ciblé, c'est un bon concept. Multilatéralisme ciblé, c'est exactement ça, les Nations unies. Et vous trouvez des solutions collectives à des problèmes communs qui sont très spécifiques. Je pense que ce qu'on peut, je suis pas sûr si je comprends la question ou si j'ai le bon angle, mais si je regarde les missions des Nations unies, peut-être quelque chose qui pourrait être mieux ciblé, c'est la valeur ajoutée de chaque État membre qui contribue à une mission spécifique. Donc, par exemple, si on a des pays scandinaves dans une mission spécifique, peut-être qu'ils ont une valeur ajoutée spécifique au niveau du renseignement qu'ils peuvent contribuer ou qu'on peut maximiser. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà fait, mais peut-être qu'il y aura une manière d'être plus ouvert, transparent, que certains États membres sont choisis à cause de leur valeur ajoutée, incluant au niveau du RMA, où on peut les déployer à certains endroits pour qu'ils puissent utiliser leurs connaissances spécifiques qu'ils ont développées. Alors, ça pourrait être une manière de faire du multiculturalisme plus ciblé. Les États membres sont choisis pas seulement pour les raisons politiques, mais pour les valeurs ajoutées logistiques et opérationnelles. Merci, Sarah Myriam. Adriana, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau européen en termes de multilatéralisme ciblé? Est-ce qu'il y a des efforts régionaux dans cet espace qui devraient être prioritisés ou devraient être prioritisés au niveau d'efficacité en termes de partage du renseignement? En Europe, la situation est très compliquée. Absolument, multilatéralisme est désirable. L'Europe, selon moi, il y a deux niveaux. Il y a déjà plusieurs exemples de multilatéralisme et dans le partage du renseignement, probablement, il faudra avoir quelque chose de plus, ou avec plus de cohésion avant de s'engager. Les intérêts européens transnationaux doivent être décidés et travailler ensuite pour appuyer ça. Alors, je ne suis pas sûr si j'ai répondu à votre question. Je vais prendre votre réponse. C'est une bonne première réponse. Merci. Alors, les prochaines questions, je pense que je vais les joindre ensemble. C'est autour des études du renseignement et de l'éducation et le rôle des universités canadiennes à développer les capacités du renseignement pour les nouvelles recrues. Et je vais mettre sur la table ici que j'ai ma maîtrise en Security Intelligence Studies de Norman Patterson International Affairs School ici à Carleton. Alors, il y a de la formation et ça revient de plusieurs décennies en arrière. Mais je pense que pour parler à vous tous en termes de comment est-ce qu'on fait pour structurer l'éducation et l'éducation postsecondaire dans ce contexte, quel rôle est-ce que les universités peuvent jouer à développer les compétences, capacités, connaissances qui sont nécessaires pour donner lieu à de meilleures relations de renseignement basées sur le renseignement sur nos deux pays, mais je vais y aller à Nipsey O'Croft. Oui, merci. Je suis sur l'Intelligence Studies MA. La semaine prochaine, je commence mon Intelligence and Foreign Interference, mon cours sur Intelligence and Foreign Interference. Alors, je pense que, juste pour être clair, je pense qu'il faut équilibrer ça. Oui, on a besoin pour plus l'université, mais je pense que la première chose que je dirais, c'est que je pense qu'il y a une renaissance dans les études du renseignement au Canada. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés
et sur différents, que ce soit l'extrémisme violent, les facteurs économiques. Il y a un gros projet dans CG avec Aaron Scholl et autres. Il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant, qui sont en développement. Cette idée que les universités ne sont pas intéressées par le renseignement, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas nécessairement certaines des parties, il y a la surveillance depuis longtemps. Il y a, je dirais, dans les trois dernières années, j'ai hâte à tous les livres qui vont être publiés, mais il y a une vraie renaissance de la Canadian Intelligence Study, c'est une bonne chose. La deuxième chose, par exemple, si on a fait des interviews et un gros focus du livre que Thomas et moi, on a, avec le projet sur lequel on présente notre papier, et on a passé beaucoup de temps à regarder la question de formation. Je ne suis pas sûr si ce qu'on a besoin, c'est des programmes de Intelligence Studies dans les universités. On a besoin, oui, mais basé sur le feedback qu'on a, la demande est vraiment sur les capacités, les connaissances autour des données, les gens qui peuvent combiner les sciences sociales, les sciences humaines et travailler avec les métadonnées et big data et ce genre de choses. Et ce sont les capacités qu'on aura besoin, que le renseignement aura besoin au niveau de nos employés. Alors, je pense que ce qu'on a vraiment besoin, c'est de montrer aux gens comment lire les statistiques, les big data, beaucoup d'informations, des données, comment écrire clairement de bonnes analyses claires et ce genre de choses. Mais je pense que ce qu'on a besoin vraiment, c'est plus d'éducation centralisée, d'éducation, de renseignement professionnellement dans le Canada. Je sais que PCO sont en train de revamper que leur éducation du renseignement ILAP, je pense que ça s'appelle, ou je ne me rappelle pas de l'acronyme, mais ILOP, et je pense que ce programme a souffert beaucoup parce que personne ne le voulait. C'était comme un enfant rejeté. Mais beaucoup d'informations dans ce programme. Daniel Jean enseigne dans un programme de renseignement pour l'exécutif et c'était très important parce qu'un des importants problèmes qu'on a, c'est que souvent les gens qui sont au gouvernement ont une éducation en agriculture ou politique de santé ou se trouvent dans le renseignement et on les forme pas. Et c'est là où la déconnexion, les gens ont travaillé dans d'autres secteurs et ils sont dans le renseignement. Et c'est bien parce qu'ils peuvent amener leur expérience politique au renseignement, mais ils n'ont pas nécessairement, il y a là pour faciliter leur éducation, leur apprentissage. Il faut apprendre sur le tas et c'est un peu difficile. Alors, je parle beaucoup, je m'excuse. OK, c'est correct. Je me demande, avant de céder la parole à d'autres, si continuer là-dessus, renchérir là-dessus, comment ça se relie, franchement, au concept de partage de renseignements. Alors, j'ai des études en relations internationales. J'étais diplomate pendant longtemps et mon ami Daniel Mignot parle de diplomatie du renseignement. Et dans le monde universitaire, autour des relations internationales, où vous pensez qu'il y aurait plus d'emphase, peut-être sur la pratique ou la compréhension sur comment le partage du renseignement, comment le renseignement, la collaboration de renseignement peut évoluer dans la pratique de diplomatie et relations internationales. J'espère que oui, et je vais parler de notre autre programme qui est Policy Studies, maîtrise en Policy Studies, études de politique du renseignement et on peut joindre le programme du renseignement diplomatique. C'est quelque chose qui nous manquait, je pense, dans les années récentes à CSFELT, mais ce n'est pas sur comment la pratique de diplomatie fonctionne. Alors, c'est quelque chose qu'on a. Je peux peut-être sentir le regard de Thomas parce qu'il va vouloir promouvoir son programme. Mais Thomas, avant d'y aller avec vous, peut-être que je peux poser à Sarah, Myriam et Adriana s'ils ont d'autres choses à partager au niveau éducation. Quelque chose manque pour les Nations Unies parce que c'est une UN Peacekeeping et les gardiens de la paix et le renseignement, il y a passé des experts dans le renseignement qui vont dans les missions des Nations Unies ne sont pas attirés nécessairement par ça. Si vous êtes un expert en renseignement, vous n'allez pas nécessairement travailler pour les Nations Unies. Et ceux qui viennent travailler pour les Nations Unies peuvent être experts en renseignement, mais certainement pas experts dans le système des Nations Unies ou dans le fait d'être gardien de la paix. L'autre façon de voir ça, c'est que quand on est formé sur le renseignement, vous êtes formé de le faire de la bonne façon. Et la bonne façon étant la référence étant comment vous êtes formé nationalement. Et ça devient complexe quand
vous êtes déployé ou assigné à quelque chose de multilatéral, où plusieurs personnes font les choses de la bonne façon, mais de leur façon. Peut-être qu'il y a cette diversité multiculturelle dans le renseignement. Ce serait quelque chose dans lequel investir davantage. La diversité du renseignement, je pense qu'il y a un besoin. Et ce sont des leçons apprises dans certains endroits, mais l'humilité et la diversité, c'est ce qui est nécessaire aussi dans plusieurs côtés du renseignement, ainsi que dans les universités. Je parlais de CSI, mon rôle comme officier senior responsable pour l'équité, l'inclusion et la diversité, ça fait de plus en plus partie de notre opérationnalité. Question, but as a mission imperative to be effective in pursuing our objectives. Adriana, over to you. Okay, in my view, the current environment, threats, and interests should dictate actually what we train. There should be some training on the history of intelligence, structural analytic techniques. However, I believe that we need more experts on China. We need experts in geography. We need historians, anthropologists, experts in economics, financials, technology, experts on grid, water, nuclear proliferation. So we have to leverage technology and see what the artificial intelligence can offer, and then train people with a broader perspective to understand the world and be able to identify a problem. Because teaching only about this is how you use the structural analytic techniques to demonstrate whether or not somebody poisoned somebody may not be sufficient in the race competition that we are. Thank you for that. I guess I have one last question. We have about 8 minutes left. Now, I want to bring it back to the question that Jill raised in the earlier panel, which was around accountability and how challenging that can be. And one of the conversations that we often have is how maintaining that accountability, maintaining legitimacy. Maintenir l'imputabilité, maintenir la légitimité au niveau national, c'est particulièrement difficile. Ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir une imputabilité efficace pour le renseignement au niveau multilatéral? C'est un peu difficile en termes des systèmes au niveau national. Comment, avec l'exception de Is there a way to pool accountability to make Est-ce qu'il y a une façon de rassembler l'imputabilité pour que le partage de renseignements international dans le contexte des Nations Unies, dans le contexte de relations transatlantiques ou notre propre approche canadienne à cette question? Est-ce qu'il y a une façon de partager l'imputabilité efficacement pour maintenir la crédibilité? Peut-être que je peux commencer avec toi, Sarah Myriam. C'est certainement une question qui était hautement prioritaire aux Nations Unies et ça vient avec formaliser les pratiques qui étaient plus informelles avant. Et c'est un des désavantages de formaliser des pratiques parce que quand on a une manière standardisée de faire les choses, elle est imputable, je pense les nouveaux politiques humaines aux Nations Unies qui s'appelle Acquisition from Human Sources, acquisition de sources humaines, qui spécifie la manière d'acquérir des informations de sources humaines de manière, par exemple, où on ne paye pas d'aucune façon nos sources. On ne peut pas les payer, on ne peut pas approcher des enfants, bien sûr, mais c'est de bonnes pratiques. Mais dans le contexte dans lequel les gens manquent beaucoup de ressources, ne pas pouvoir payer ou compenser une source peut être assez difficile sur le terrain. Et c'est une des politiques c'est plus difficile à implémenter au niveau mission. Alors, et ça a été fait, cette politique, ces nouvelles directives d'acquérir des informations de sources humaines a été faite
en ayant formalizing that plus d'imputabilité au niveau mission, mais en formalisant ces pratiques qui peuvent être des obstacles à obtenir plus d'informations. C'est une partie de ça, c'est formaliser des pratiques pour avoir plus d'imputabilité, mais ça a un effet direct sur la qualité du renseignement qu'on peut obtenir. Et la deuxième question, je pense, pour les Nations unies, c'est quand on sait qu'on doit agir, surtout dans une situation des Nations unies, une petite situation de gardien de la paix, si on sait qu'il y a un risque ou il y a des dangers pour la mission ou des civils, il faut agir. Alors, comment est-ce que in a timely manner. on peut mobiliser ces ressources efficaces pour agir de manière ponctuelle et sensible dans le temps? Parce que quand on le sait, on devient imputable. Et c'est un grand défi aux Nations unies pour le leadership senior, pour le savoir à temps et quand on le sait, d'agir à temps. Alors, merci. Thomas ou Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter en termes d'imputabilité? To say on the previous question Je veux juste, that, pour la question précédente, on the issue of graduate programs sur la and question studies, I don't think de it's a good idea. l'imputabilité, je ne pense pas que c'est une bonne idée de partager l'imputabilité. On est trop un petit pays et on ne peut pas vraiment le soutenir si on demande aux gestionnaires de la communauté qu'est-ce qu'ils veulent avec l'intention de postes spécialisés ou ingénieurs, etc. Mais ils veulent des penseurs critiques, des bons écrivains. You can learn Ils in other veulent tous ces généralistes qui on peut apprendre dans d'autres programmes. Et aussi, ils veulent la diversité. Ils ne veulent pas seulement public admin ou policy ou des finissants. Ils veulent aussi des anthropologues, etc., etc. Et sur cet enjeu, mentionner un point très bref, un des défis qui vient de collaboration de renseignement et imputabilité et surveillance, c'est la question de transparence. Parce que quand un pays comme le Canada, beaucoup de l'information que la communauté du renseignement a est importée d'alliés et reçue surtout des États-Unis et moins dans les autres, dans le Five Eyes. On n'est pas propriétaire de cette information. C'est contrôlé par l'origine de cette information alors pour déclassifier, pour être transparent sur cette information et transparent sur l'information qui est reçue sur le côté canadien, c'est très difficile. Alors, ça amène beaucoup de complications. Et quand, par exemple, les USA publient une évaluation de danger à chaque année, on ne fait pas ça. Quand on parle aux Américains informellement, certains disent que ça serait très difficile à faire parce que beaucoup des informations qu'on a ne viennent pas de nous. Convenient excuse not to be transparent. You know, there can easily be a bit of both. But even if it is a reality that is manipulated not to be transparent, to be blunt, there is a fundamental problem in how to be transparent when so much of the information comes from others and you cannot take the decision, or at least you're constrained in your ability to decide whether to release it or not, or to declassify. On est contraint pour relâcher l'information, la déclassifier. Okay, so in order Dernier mot vous appartient effective accountability at the multilateral level, pour we avoir have une imputabilité efficace et à différents niveaux. On a besoin d'experts pour pouvoir surveiller et alors il y a un besoin d'infrastructures et d'experts. Par exemple, l'imputabilité dans le Congrès américain, superviser l'Agence du renseignement versus le Parlement européen, l'expertise au Congrès américain versus l'expertise du Parlement européen. Alors, quand on revient à l'expertise, on a besoin de ça pour donner Thank you. And thank you for participating in this panel. Merci. Et merci à tout le monde de participer à ce panel. Il y a une